Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, commémoration en Égypte de la révolution du 23 juillet 1952. Le mouvement avait été dirigé par le comité dit d'officiers libres, au sein duquel figuraient deux futurs chefs d'État égyptiens, Gamal Abdel Nasser et Anwar al-Sadat. Retour sur les commémorations de cette journée dès le début de ce journal. Après une première édition à Sotchi en 2019, le sommet Russie-Afrique se tiendra à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet 2023. Moscou entend y promouvoir l'avènement d'un nouvel ordre mondial marqué par une plus grande coopération entre l'Afrique et la Russie. Mondial féminin de football, le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les 4 équipes africaines qui y participent. Le point sur la première journée à suivre dans cette édition. Le vœu levé depuis ce lundi au Sénégal du dispositif sécuritaire dressé par les autorités autour du domicile dakarois de l'opposant Ousmane Sonko. L'information est confirmée par Ousseynou Ly, le porte-parole du PASTEF. Le parti d'Ousmane Sonko, condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'opposant était bloqué chez lui par les forces de sécurité depuis le 28 mai 2023. Sa condamnation a entraîné début juin de graves troubles qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine d'après le bilan de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur avait justifié les restrictions imposées à Ousmane Sonko par les appels lancés par ce dernier à la résistance. Et au sujet de ces déboires judiciaires, le leader du PASTEF a toujours dénoncé une manœuvre du pouvoir visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. L'Égypte a commémoré dimanche 23 juillet le 71e anniversaire de la révolution de juillet 1952, révolution menée par le mouvement des officiers libres, un mouvement qui a renversé le roi Farouk Ier et qui a permis par la suite à Gamal Abdel Nasser d'accéder au pouvoir. L'anniversaire de ce jour est aujourd'hui synonyme de fête nationale. Paul-Marcel Mayagui. L'Égypte a célébré le 23 juillet 2023 le 61e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952 qui a mis fin à la monarchie et a établi une république. Une occasion pour le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi de réaffirmer l'engagement du gouvernement à assurer le développement économique et la sécurité future pour la nouvelle république. Et il y a 70 ans après la fondation de la Première République et avec le changement des mutations et les défis, après les grands défis qu'a relevé la patrie depuis 2011, entre 2011 et 2014, une période très difficile de chaos et d'instabilité qui a menacé l'existence de l'État et les ressources du peuple égyptien, d'où l'impératif de repenser l'avenir et de construire une nouvelle république dont mérite notre grande nation qui doit récupérer sa position. Saluant l'action de ses prédécesseurs, Gamal Abdel Nasser, Mohamed Naguib et Anwar Sadat pour la construction d'une nation égyptienne forte et prospère, le chef de l'État a réaffirmé que l'Égypte progresse malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée depuis l'indépendance, ajoutant que le gouvernement travaille avec diligence et sincérité pour faire des espoirs de l'Égypte une réalité. La nouvelle République s'attelle pour réaliser des chances égales de travail et d'une vie décente pour cette génération et pour les futures générations et de reconstruire des compétences dans les différents secteurs pour que l'Égypte récupère la place que nous ambitionnons tous. La révolution du 23 juillet 1952 a été dirigée par le mouvement des officiers libres qui comprenait Abdel Nasser, Naguib et Sadat, renversant le roi Farouk pour abolir la monarchie et faire de l'Égypte une république.
Les combats se sont poursuivis le 23 juillet au Soudan, avec des affrontements à Niala, capitale du Darfour méridional. Les affrontements ont aussi éclaté à Khartoum, où des millions d'habitants sont barricadés chez eux, pour certains privés d'eau, notamment dans la banlieue nord de la capitale, en raison des combats incessants. C'est désormais toute la partie de l'ouest et du sud du pays qui est devenue une immense ligne de front. Les affrontements vont même jusqu'au Kordofan du Sud. Depuis le 15 avril, les raids aériens de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les tirs d'artillerie et de drones des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait près de 4000 morts. Une guerre et toujours aucun cessez-le-feu, raison pour laquelle l'Alliance des forces de la liberté et du changement, une coalition de la société civile soudanaise, a entamé une réunion ce lundi au Caire, en Égypte, afin de réfléchir à des solutions de sortie de crise. Retourne maintenant sur la visite d'État du président congolais Denis Sassou Nguesso au Rwanda, une visite de 3 jours au cours de laquelle le chef de l'État congolais a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. Au cœur des discussions, le renforcement des liens bilatéraux, notamment en matière d'échanges commerciaux. Mildred Diamant. Un pas de plus vers le renforcement des relations entre la République du Congo et le Rwanda, alors que la visite d'État du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue rwandais Paul Kagame du 21 au 22 juillet 2023 a donné lieu à plusieurs signatures de conventions. En effet, le mémorandum d'entente sur l'accélération de l'accord de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine entre ces deux pays devrait booster le commerce et les investissements jugés jusqu'ici insuffisants. Suite au lancement officiel du commerce entre le Rwanda et le Congo en avril 2013, un cargo de 30 tonnes de produits alimentaires a été acheminé de Kigali vers Brazzaville. Des échanges qui se poursuivent dans le cadre de cet accord commercial. The good relationship between our two countries speaks for itself, and we will continue to do so through. Les bonnes relations entre nos deux pays parlent d'elles-mêmes et nous continuerons à poursuivre ces efforts par des actions concrètes et des résultats. Nous avons déjà fait des progrès dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous voulons que le Rwanda et le Congo soient des acteurs majeurs dans la réussite de cet accord pour notre continent. Congo to be in the lead of making this progress work for our continent. Entre 2010 et 2011, les deux présidents ont, à l'occasion de visites mutuelles, posé les jalons d'un partenariat solide entre les deux pays, renforcé avec la signature en 2022 de 8 accords. Le 19 juillet 2023, l'accord portant sur l'exemption de visa entre le Rwanda et le Congo a été ratifié par le Parlement congolais. Il implique une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services et des visas gratuits à l'entrée des deux pays pour les détenteurs de passeports ordinaires. Devant le Parlement rwandais, le président Sassou Nguesso a appelé à fortifier cette coopération pour parvenir à une autonomie collective suffisante en vue du développement industriel du continent. Les enjeux et les défis en présence appellent à une reconfiguration effective de notre manière de penser l'essor de nos économies. Il nous faut, par exemple, instituer une véritable synergie d'ensemble pour assurer à l'Afrique une part importante et de plus en plus croissante de la production industrielle mondiale. Les relations entre le Congo et le Rwanda ont été établies en 1982 grâce à la signature d'un accord général de coopération. Les domaines de coopération sont variés et selon les accords existants, intègrent l'agriculture, les infrastructures, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'artisanat, la culture et les arts, les mines, l'éducation civique et la formation qualifiante. L'économie rwandaise, portée par l'agriculture, les services et les industries, offre au Congo des pistes pour la diversification de son économie, alors que ce pays d'Afrique centrale reste encore très dépendant des exportations de produits énergétiques tels que le pétrole brut et raffiné, qui représente plus de 50% de ses exportations totales.
Dans un nouveau rapport publié ce lundi, Human Rights Watch documente des exactions commises par l'armée malienne et par des hommes présumés de la milice russe Wagner, présente au Mali depuis 2022. À partir des déclarations d'une vingtaine de témoins directs, l'ONG affirme qu'en février et mars 2023, les forces armées maliennes se seraient livrées à des exactions en marge d'opérations antiterroristes dans 4 villages dans les régions de Mopti, Ségou et dans le centre. Les témoins interrogés évoquent notamment l'exécution et la disparition de civils. Face à ces nouvelles accusations, Human Rights Watch exhorte l'Union africaine et la CEDEAO à faire pression sur le pouvoir malien de transition afin qu'il ouvre une enquête et qu'il sanctionne les auteurs de ces crimes. Les autorités de Bamako dénoncent un rapport à charge, mais annoncent dans le même temps l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique s'ouvre ce jeudi 27 juillet à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine a convié les chefs d'État et de gouvernement africains. Objectif de cet événement, renforcer le partenariat entre la Russie et l'Afrique, continent sur lequel Moscou tente d'étendre son influence, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou économique. Le point avec Nathalie Moore. Des pays africains ont bénéficié de l'annulation de 20 milliards de dollars de dettes de la part de la Russie. L'État slave, en respect de son nouveau concept de politique étrangère, publié en mars 2023, veut devenir le principal partenaire stratégique de l'Afrique dans la création d'une société multipolaire. Ensemble, Afrique et Russie ont l'ambition d'établir des relations dénuées de clivage entre pays pauvres et développés notamment. Au sommet Russie-Afrique des 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, ces principes devraient concrètement prendre forme. Je tiens à souligner que nous avons annulé plus de 20 milliards de dollars de dettes. Nous avons annulé bien plus que n'importe quel autre pays du G8. Nous prévoyons de prendre des mesures supplémentaires pour alléger le fardeau de la dette. Pour la Russie, annuler la dette africaine est un pas dans la lutte contre la pauvreté. L'Afrique possède plus de 40% des minerais du monde, mais ne contribue qu'à 3% du PIB mondial. Le président Vladimir Poutine, à l'occasion de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique au premier trimestre 2023, a déclaré qu'il est temps pour le continent, dont le PIB nominal a connu une croissance de 50%, de devenir émergent sur le plan économique. L'Afrique doit coopérer en étant un bloc soudé avec tous les pays du monde. C'est en cela la vision africaine sur la zone de libre-échange continentale, sur tous ces projets régionaux futuristes peuvent être examinés si l'Afrique a la possibilité de discuter avec le reste du monde en étant un bloc compact. Et une population africaine qui est près de 72-75% jeune, moins de 50 ans. Je pense que c'est important de travailler sur de nouvelles pistes, donc la technologie, l'entrepreneuriat, ce sont les domaines sur lesquels nous devons échanger avec la Russie pour réorienter cette coopération. L'essentiel de la dette des États africains annulée par la Russie remonte à la coopération militaire et au développement infrastructurel au cours de la période post-coloniale. Comme l'Union africaine, la Russie croit en la réforme de l'architecture financière mondiale axée sur la répartition des ressources monétaires internationales en faveur de nouveaux centres de croissance économique. La Russie qui a annoncé il y a une semaine son retrait de l'accord céréalier, mais alors que l'Afrique s'inquiète pour son approvisionnement, le président russe Vladimir Poutine a garanti ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination du continent. La Russie poursuivra ses efforts énergétiques pour assurer la distribution de céréales, de produits alimentaires, d'engrais et d'autres biens vers l'Afrique, les mots du chef du Kremlin. Une déforestation massive inquiétante en Afrique. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé la semaine dernière un partenariat concernant l'aménagement forestier à Ménédji.
En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a signé un protocole avec le consortium LEF et AS Afrique en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de forêts classées. Il vise la restauration des forêts classées de Fengolo, 12 000 hectares, et de Yani, 10 600, soit 15 hectares, en vue de la génération de crédit carbone. En prenant donc cet engagement, la Côte d'Ivoire montre la voie à plusieurs États francophones. Maintenant, la question la plus importante qui se pose, a-t-on véritablement besoin donc d'études de faisabilité pour s'engager dans les projets d'atténuation? Au-delà donc de cette question, la question donc des taxes carbone se pose avec acuité et mérite beaucoup de réflexion. L'étude préliminaire de faisabilité révèle que ces deux forêts classées comprennent des collines, une infiltration moyenne et la présence de plantations d'anacards, une activité d'élevage de bovins et des reliques forestières. Prévu sur une période d'1 an, le projet devrait permettre d'accompagner les objectifs de reforestation de l'État ivoirien d'ici 2030. On notera néanmoins que les projets crédit carbone ont pris de l'ampleur dans ces dernières décennies et fort de cela et malgré cette ampleur, les rapports du GIEC ne donnent pas grand espoir, ce qui nous interpelle tous à reposer, à re-questionner le processus afin de voir l'utilité de l'approche crédit carbone et peut-être inciter autrement les États à honorer les engagements internationaux relatifs à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la planète face à la crise climatique. À cet effet, le consortium LEF AS Afrique s'est engagé à rédiger le cahier de charge de l'étude et de le faire valider par le ministère des Eaux et Forêts au plus tard 2 mois après la signature du protocole. Notons que ce projet intègre un volet communautaire dans sa mise en œuvre ainsi que des actions d'agroforesterie et de conservation. La Coupe du monde de football se poursuit en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'Afrique du Sud a perdu face à la Suède. Les Suédoises ont renversé la nation arc-en-ciel en prenant l'avantage dans les dernières minutes. C'était dimanche à Wellington. Et ce lundi, le Maroc a été surclassé par l'Allemagne. Score 6-0 à Melbourne en Australie. Des débuts difficiles donc pour les sélections africaines. Le point dans ce sujet de José Douglas. Le mondial féminin a très mal débuté pour les équipes africaines. La Zambie a été écrasée d'entrée de jeu par le Japon 5-0. La Suède a arraché une victoire in extremis face à l'Afrique du Sud 2-1. Et l'Allemagne a dompté ce 24 juillet les Lions de l'Atlas. Score final 6-0. Le Nigeria a tout de même sauvé l'honneur en décrochant un point au terme de match nul face au Canada. 0 but partout. Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer d'obtenir un point. Je me sens très positif, je me sens très bien et par la grâce de Dieu, nous allons nous améliorer. Des entrées en compétition peu reluisantes, mais les jeux restent ouverts. Ce mercredi 26 juillet, la Zambie sera face à l'Espagne, adversaire compliqué. L'Australie jouant à domicile rencontrera le Nigeria ce jeudi 27. L'Afrique du Sud devra redoubler d'efforts pour battre l'Argentine ce vendredi 28 juillet. Et enfin, les Marocaines devront rougir face à la Corée du Sud pour conserver leur chance de qualification. Pas question donc de se relâcher. Les entraînements se déroulent très bien depuis notre qualification pour la Coupe du Monde jusqu'aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous devions faire en équipe et nous sommes toutes confiantes. Nous espérons de très bons résultats sur la base de la préparation que nous avons mis en place. Rappelons que le mondial féminin se déroule du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'ici, aucune équipe africaine n'a à ce jour atteint les demi-finales de cette compétition. La plus belle performance est à l'actif du Nigeria qui s'était qualifié pour les quarts de finale lors du mondial de 2019 en France. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.